Juin 1967. En seulement 6 jours, Israël exécute l'une des plus grandes captures d'armement de la guerre froide. Des centaines de chars soviétiques T-54 et T-55, considérés comme invincibles. Mais que s'est-il passé avec ces machines de guerre? Comment ont-elles été utilisées contre leurs propres créateurs et pourquoi cela a-t-il représenté une humiliation sans précédent pour le renseignement soviétique? Restez jusqu'à la fin car la révélation finale va vous surprendre. Au printemps 1967, le Moyen-Orient est une poudrière prête à exploser. L'Égypte de Gamal Abdel Nasser, armée jusqu'aux dents par l'Union soviétique, mobilise plus de 100 000 soldats dans la péninsule du Sinaï. Le 22 mai, Nasser ordonne le blocus du détroit de Tiran, coupant l'accès d'Israël à la mer Rouge. C'est un acte de guerre déguisé en manœuvre politique. Sur le plateau du Golan, la Syrie positionne ses batteries d'artillerie, bombardant régulièrement les kibboutz israéliens en contrebas. La Jordanie rejoint l'alliance militaire arabe le 30 mai, signant un pacte de défense mutuelle avec l'Égypte. Israël est encerclé. Le symbole de cette menace, le char T-54 soviétique. Avec son blindage épais de 200 mm sur la tourelle, son canon de 100 mm D10T capable de percer n'importe quel blindage occidental à 2 km et sa conception révolutionnaire héritée du légendaire T-34 de la Seconde Guerre mondiale, le T-54 incarne la puissance militaire de Moscou. Les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes alignent plus de 900 de ces monstres d'acier. Face à eux, Israël dispose principalement de vieux Sherman américains de 1945, de quelques Centurions britanniques et de chars AMX-13 français, légers et sous-blindés. Sur le papier, c'est David contre Goliath. Les analystes militaires occidentaux prédisent un massacre. Personne n'imagine qu'en quelques jours, ces T-54 invincibles vont devenir le plus grand butin de guerre de la décennie. Dans les salles du Kremlin, Moscou surveille attentivement. Le KGB et le GRU, les services de renseignement militaires soviétiques, ont envoyé des centaines de conseillers techniques dans les pays arabes. Ils forment les équipages, supervisent la maintenance et surtout, ils protègent jalousement les secrets technologiques du T-54. Chaque char est accompagné de manuels classifiés en russe, de procédures strictes pour empêcher toute capture. Mais le 5 juin 1967, tout bascule. À 7h45 du matin, l'aviation israélienne décolle pour l'opération la plus audacieuse de son histoire, Moked, foyer en hébreu. En 3 heures, 196 avions israéliens détruisent au sol plus de 300 appareils égyptiens, syriens et jordaniens. La supériorité aérienne est acquise avant même le début des combats terrestres. Alors que les premiers chars israéliens pénètrent dans le Sinaï, personne ne sait encore que cette guerre va changer l'équilibre militaire mondial. Commentez Moked si vous découvrez cette opération pour la première fois et abonnez-vous à l'énigme militaire pour ne manquer aucune révélation historique. Appuyez sur le bouton j'aime pour soutenir notre travail de recherche. Le 5 juin au soir, les divisions blindées israéliennes enfoncent les lignes égyptiennes dans le Sinaï. Le général Ariel Sharon, à la tête de la 38e division, progresse vers le col de Mitla. Le général Avraham Yoffé traverse les dunes jugées impraticables par les Égyptiens, surprenant leurs arrières. Au nord, la division du général Israël Tal, surnommée Talik, brise les défenses de Rafah et fonce vers El Arish. Les T-54 égyptiens tentent de résister, mais leurs équipages, mal entraînés et privés de couverture aérienne, sont dépassés. Les centurions et patones israéliens, manœuvrant avec une coordination parfaite, frappent les flancs des colonnes arabes. Puis vient l'inattendu. Le 6 juin au soir, alors que les forces égyptiennes battent en retraite, des centaines de T-54 et T-55 sont abandonnés. Certains sont en panne, d'autres manquent de fioul, beaucoup sont intacts. Les équipages les désertent en catastrophe, fuyant à pied vers le canal de Suez. Dans le chaos, les colonnes blindées arabes se désintègrent. Les routes du Sinaï deviennent un cimetière de métal. Les soldats israéliens n'en croient pas les yeux. Des T-54 flambant neufs livrés par Moscou quelques mois plus tôt, avec leurs réservoirs encore pleins, leurs munitions intactes, leurs systèmes opérationnels. Sur le plateau du Golan, conquis entre le 9 et le 10 juin, la même scène se répète. Les Syriens abandonnent leurs positions fortifiées. Des dizaines de T-54 sont capturés dans leurs bunkers, parfois avec les manuels techniques soviétiques encore sur les sièges. En Cisjordanie, les forces jordaniennes subissent le même sort. Lorsque le cessez-le-feu est signé le 10 juin 1967, les soldats israéliens font l'inventaire. Le chiffre est stupéfiant.
à peu près 400 chars soviétiques T-54 et T-55 capturés. C'est la plus grande prise de matériel blindé de l'après-guerre. Chaque char vaut environ 250 000 $ de l'époque, soit près de 3,2 millions de dollars actuels. Mais leur véritable valeur est inestimable. Ils contiennent tous les secrets de la technologie blindée soviétique. À Tel Aviv, l'état-major israélien réalise immédiatement l'opportunité. Ces chars ne sont pas de simples trophées, ce sont des trésors de renseignement. Le Mossad et l'Aman, le renseignement militaire israélien, contactent immédiatement leurs comptoirs américains et britanniques. La CIA et le MI6 sont fascinés. Pendant 20 ans, les Occidentaux ont essayé d'obtenir un T-54 intact pour l'étudier. Maintenant, Israël en possède des centaines. Les premiers chars sont transportés vers des bases secrètes. Des équipes d'ingénieurs israéliens, américains et britanniques commencent à observer le plus minutieux de l'histoire de l'espionnage militaire. Dans les hangars de l'armée israélienne, sous haute sécurité, commence une opération méticuleuse. Chaque T-54 capturé est démonté pièce par pièce. Les ingénieurs découvrent d'abord les points forts, le blindage incliné, inspiré du T-34, qui dévie les obus ennemis, la suspension Christie, robuste et efficace sur tout terrain, le moteur diesel V12 de 520 chevaux, fiable et économe en carburant, le canon D10T de 100 mm, précis et puissant. Sur ces aspects, le T-54 est effectivement une machine redoutable, supérieure à bien des chars occidentaux de la génération précédente. Mais l'analyse révèle aussi des faiblesses critiques que Moscou cachait soigneusement. Si vous voulez connaître les vraies vulnérabilités du T-54, continuez à regarder, car ce qui suit a changé la doctrine blindée occidentale. Les ingénieurs identifient plusieurs problèmes majeurs. Premièrement, l'ergonomie catastrophique. L'intérieur du T-54 est extrêmement étroit. Le commandant, le tireur et le chargeur sont comprimés dans une tourelle si petite qu'ils peuvent à peine bouger. Le chargeur doit manipuler des obus de 100 mm de 16 kg dans un espace où il ne peut pas se tenir debout. Cela ralentit considérablement la cadence de tir, 4 coups par minute maximum contre 7 à 8 pour un char occidental. Deuxièmement, la vision. Le T-54 possède des périscopes rudimentaires. Le commandant n'a pas de coupole rotative panoramique. En combat, l'équipage est presque aveugle. Les chars israéliens, eux, avec leurs optiques supérieures, repèrent les T-54 bien avant d'être vus. Troisièmement, et c'est le plus grave, la munition. Les obus de 100 mm sont stockés en vrac dans tout l'habitacle, y compris sous la tourelle et près du moteur. Si un obus ennemi perce le blindage et touche ses munitions, le char explose instantanément. C'est ce qu'on appelle en jargon militaire une catastrophic kill. La tourelle est arrachée et projetée à plusieurs mètres. Les équipages n'ont aucune chance de survie. Les Américains sont particulièrement intéressés par cette découverte. Ils adaptent leur tactique, viser systématiquement la partie inférieure de la tourelle des chars soviétiques, là où les munitions sont stockées. Quatrièmement, l'électronique. Le système de visée est purement mécanique, sans stabilisation. Tirer en mouvement est quasiment impossible. Les chars occidentaux, équipés de systèmes gyrostabilisés depuis les années 50, peuvent tirer avec précision à pleine vitesse. Le T-54 doit s'arrêter pour viser correctement. En combat mobile, c'est un handicap mortel. Les experts de l'OTAN rédigent des rapports détaillés. Ces informations sont transmises aux concepteurs de chars en Amérique, en Grande-Bretagne et en Allemagne de l'Ouest. Les futurs M60, Chieftain et Léopard 1 intègrent ces leçons. Chaque faiblesse du T-54 devient une force pour les chars occidentaux de nouvelle génération. Mais l'Israël ne se contente pas d'étudier. L'état-major israélien, pragmatique, pose une question simple. Pourquoi ne pas utiliser ces chars ? Après tout, ils sont nombreux, disponibles, et représentent un renforcement massif des forces blindées. Le projet Tiran est lancé. Tiran, en hébreu, fait référence au détroit dont le blocus a déclenché la guerre. C'est un choix symbolique délibéré. Les chars soviétiques vont devenir israéliens. Entre 1967 et 1973, les ateliers de maintenance de Tsahal entreprennent une transformation audacieuse. Sur 400 chars capturés, Israël en sélectionne environ 150 en excellent état. Ces T-54 et T-55 vont être entièrement refaits. Les ingénieurs israéliens, réputés pour leur ingéniosité, conçoivent un programme de modernisation complet. L'objectif est clair, transformer ces chars soviétiques en machines compatibles avec les standards OTAN tout en corrigeant leurs défauts majeurs. Première modification, l'armement.
Le canon original des 10T de 100 mm est conservé sur certains modèles, mais sur d'autres, il est remplacé par un canon britannique de 105 mm L7, le même qui équipe les Centurions et les premiers Merkava israéliens. Ce canon, avec ses munitions APF-SDS, obus flèche, est capable de percer 400 mm de blindage à 2000 mètres. Les munitions deviennent standardisées avec le reste de l'armée israélienne. Plus besoin de gérer deux types de logistique, tout est autant maintenant. Les mitrailleuses soviétiques SGMT de 7,62 mm sont remplacées par des mitrailleuses américaines Browning M2 de 12,7 mm et des MAG belges de 7,62 mm. Deuxième modification, la communication. Les radios soviétiques R11-3 sont arrachées et remplacées par des systèmes de communication américains et israéliens. Désormais, les Tiranes peuvent communiquer sans problème avec les autres unités blindées de Tsahal. Cela améliore dramatiquement la coordination tactique. Un commandant de Tirane peut maintenant recevoir des ordres en temps réel, coordonner avec l'infanterie et l'artillerie, et partager des informations sur les positions ennemies. Troisième modification, l'optique et la visée. Des périscopes occidentaux améliorés sont installés. Certains Tiranes reçoivent des télémètres laser, une technologie révolutionnaire pour l'époque. La précision de tir augmente de 40%. Quatrième modification, la sécurité de l'équipage. Israël, conscient du problème des munitions stockées en vrac, ajoute des compartiments blindés supplémentaires et réduit le nombre de buts transportés. Certains Tiranes reçoivent des panneaux de blindage réactifs, des plaques explosives qui neutralisent les charges creuses ennemies avant qu'elles ne percent le blindage principal. C'est l'une des premières utilisations au monde de cette technologie. Cinquième modification, le moteur et la mobilité. Bien que le moteur diesel V12 soviétique soit conservé pour sa fiabilité, certains chars reçoivent des améliorations. Filtre à air renforcé pour le désert, système de refroidissement amélioré, transmission modifiée pour supporter le poids supplémentaire des modifications. Le résultat, le Tirane n'est plus vraiment un T-54, c'est un hybride unique, combinant la robustesse soviétique avec la technologie occidentale. En 1960, les premiers Tiranes sont opérationnels. Ils équipent plusieurs bataillons blindés de Tsahal, notamment dans les brigades de réserve. Les équipages israéliens, formés sur ces machines, apprennent à les manier avec efficacité. Ils connaissent leurs forces et surtout leurs faiblesses, puisqu'ils ont étudié les versions originales pendant 3 ans. En 1973, quand la guerre du Yom Kippour éclate, les Tiranes vont affronter leurs frères d'acier, les nouveaux T-54, T-55 et T-62 livrés par l'Union soviétique à l'Égypte et la Syrie. L'ironie de l'histoire est sur le point de s'écrire avec du feu et de l'acier. Le 6 octobre 1973, jour du Yom Kippour, la fête juive la plus sacrée, l'Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise massive contre Israël. Sur le canal de Suez, 5 divisions égyptiennes traversent avec 1500 chars, dont des centaines de T-54, T-55 et les nouveaux T-62. Sur le plateau du Golan, 3 divisions syriennes avec 1400 chars déferlent sur les positions israéliennes. C'est la plus grande bataille de chars depuis la Seconde Guerre mondiale. Israël, pris au dépourvu, mobilise en urgence toutes ses forces, y compris les bataillons de Tiran. Dans le Sinaï, les tyrans israéliens sont déployés en appui des contre-attaques blindées. Le 8 octobre, près du passage de Mitla, un bataillon de Tiran 4, T-54 modifié, affronte une brigade blindée égyptienne équipée de T-55 originaux. Les Tyrans, avec leurs canons de 105 mm et leurs optiques améliorées, ouvrent le feu à 1800 mètres. Les T-55 égyptiens ripostent, mais leurs obules de 100 mm ont du mal à percer le blindage frontal des Tyrans, renforcés par des plaques additionnelles. En 15 minutes, 12 T-55 égyptiens sont détruits. 3 Tyrans sont endommagés, mais leurs équipages survivent grâce aux modifications israéliennes. Sur le Golan, la situation est encore plus dramatique. Les Tyrans participent à la défense héroïque de la vallée des larmes, où une brigade israélienne stoppe l'assaut de 2 divisions syriennes. Les Tyrans 5, T-55 modifiés, combattent aux côtés des Centurions et des M60. Le 9 octobre, un commandant de Tiran, le capitaine Maïr Zamir, détruit à lui seul 7 chars T-55 syriens en 2 heures. Son Tiran, touché 3 fois, continue de tirer grâce au blindage réactif israélien qui a absorbé les impacts. Zamir recevra une décoration pour bravoure. L'ironie est totale. Des chars soviétiques modifiés par Israël détruisent des chars soviétiques neufs pilotés par les Arabes. Les médias internationaux couvrant la guerre remarquent cette bizarrerie. Des journalistes photographient des tyrans avec des étoiles de David peintes sur la tourelle, combattant contre des T-55 avec des cocardes arabes.
Les images font le tour du monde. À Moscou, c'est l'embarras. Le Politburo et le KGB doivent expliquer comment leurs chars invincibles ont été non seulement capturés, mais transformés et utilisés contre leurs propres alliés. C'est une humiliation publique. Les services de renseignement soviétiques réalisent l'ampleur de la fuite technologique. Tous les secrets du T-54, T-55 sont désormais dans les mains de l'OTAN. Pire encore, les performances médiocres des chars soviétiques en 1973, malgré leur supériorité numérique, démontrent que la doctrine soviétique a des failles profondes. Les équipages arabes, formés par des instructeurs soviétiques, appliquent les tactiques du pacte de Varsovie. Assauts frontaux massifs, saturation par le nombre, peu de manœuvres. Mais face aux Israéliens, qui privilégient la mobilité, la coordination et la précision de tir, ces tactiques échouent. Les analystes militaires occidentaux en tirent une conclusion. En cas de guerre en Europe, les divisions blindées du pacte de Varsovie, même supérieures en nombre, pourraient être vaincues par des forces OTAN bien entraînées et technologiquement avancées. Le projet Tyran devient une légende. Certains chars serviront encore dans l'armée israélienne jusque dans les années 1990 en rôle de seconde ligne ou d'entraînement. Quelques-uns sont exposés dans des musées militaires en Israël, aux États-Unis et en Europe. Mais leur véritable héritage est stratégique. La capture et la transformation des T-54 ont révélé à l'Occident les faiblesses du matériel soviétique, influencé la conception des chars occidentaux pour les 30 années à suivre et humilié le KGB qui n'a jamais pu empêcher cette fuite massive de renseignements. Voilà comment Israël a transformé la défaite soviétique en victoire technologique. Que pensez-vous de cette histoire? Les tyrans étaient-ils vraiment supérieurs aux T-54 originaux? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous à l'énigme militaire et activez la cloche pour découvrir d'autres énigmes militaires incroyables. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle révélation historique.